Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, James William Gbagidi, porte-parole de l'Assemblée nationale, était face à la presse ce jeudi. Au menu de la rencontre avec les professionnels des médias, le point des lois votées au cours des 3e et 4e sessions extraordinaires de l'Assemblée nationale. Il s'agit de clarifier certaines notions contenues dans ces lois qui ont suscité des polémiques au sein de l'opinion publique. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la campagne de sensibilisation sur le concept de police communale phase 1 qui s'est tenue ce vendredi à Cotonou. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine mise en œuvre par l'agence belge de développement Enabel. Après Parakou-Tchaourou, les communautés de Cotonou et environ ont été informées et sensibilisées sur les principes d'une collaboration intelligente avec la police républicaine pour l'atteinte de ces objectifs. Toujours dans ce journal, nous parlerons de la signature de la convention d'exploitation et de gestion des magasins de stockage des produits vivriers ce mercredi 13 octobre 2022. Grâce à ces différents magasins réalisés par ERAD ONG avec l'appui financier des îles de Paix, les producteurs de Kobli peuvent se réjouir de disposer désormais d'infrastructures sûres pour le stockage de leurs produits agricoles. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. James William Gbagidi, porte-parole de l'Assemblée nationale, a animé ce jeudi une conférence de presse. Il était question pour lui de faire le point des lois votées au cours des 3e et 4e sessions extraordinaires, notamment pour clarifier certaines notions contenues dans les lois qui ont suscité des polémiques au sein de l'opinion publique. Le point de ces explications dans ce reportage. À travers cette conférence de presse, le porte-parole de l'Assemblée nationale a fait de la pédagogie. Pédagogie par rapport aux lois votées par le Parlement lors des 3e et 4e sessions extraordinaires et qui parfois ont suscité des polémiques dans l'opinion. Il s'agit notamment de la modification du Code de procédure pénale qui permet désormais au président de la République de suspendre l'exécution de la peine d'un détenu. En réalité, la loi ne donne pas au président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté, ni même aucune autre forme de peine. Ceci n'est pas de son ressort. Il s'agit plutôt de la suspension de l'exécution de la peine. Ce n'est pas la même chose. En d'autres termes, le juge aura déjà achevé son travail, qui est de connaître des faits, de les apprécier, de prononcer son jugement ou son arrêt ou tout autre acte qui serait alors devenu définitif. Appel ou même en dernière instance. C'est seulement après cela que la peine aura déjà commencé à être exécutée par le prévenu arrêté et détenu donc, que le président de la République pourra intervenir. Mais cette intervention n'est pas une intervention cavalière. Elle se fonde sur des motifs comme la bonne conduite du détenu, de la personne détenue, ou sur des considérations d'ordre humanitaire ou social significatives. Et encore, il faut que la personne détenue ait demandé que sa peine soit suspendue. Autre loi étudiée par les députés, la loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières et la loi portant modification et complément de la loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin. À l'issue du vote opéré par les honorables députés, la grève est désormais interdite, tout simplement, dans les secteurs d'activité portuaire et aéroportuaire, ainsi que dans ceux de l'eau, de l'énergie et des hydrocarbures. La situation particulière, surtout sur le plan sécuritaire, qui est celle du Bénin, depuis quelques temps maintenant, justifie amplement cette posture
nouvelle du gouvernement, soutenue et validée par l'Assemblée nationale. Et faisant le constat selon lequel les chambres de droit de propriété foncière de la plupart des tribunaux de première instance et des cours d'appel sont totalement submergés par les dossiers de plus en plus complexes et au traitement anormalement long, le gouvernement a fait la proposition ou a pris l'initiative de la création de cette Cour spéciale des affaires foncières et en a demandé la formalisation par voie législative à l'Assemblée nationale qui a donné suite à cette volonté. La Cour ainsi créée aura compétence sur les communes d'Abomey-Calavi, d'Alada, de Cotonou, de Ouida, de Porto Novo, de Semek-Bodji, de Toribo-Sito, qui sont les communes les plus particulièrement exposées aux litiges en matière de terre. Au total, 6 lois ont été votées au cours des 3e et 4e sessions extraordinaires et James William Gbagidi vient ainsi de donner les éléments de langage appropriés aux dites lois. Les uns et les autres sont invités à en tenir compte pour éviter les erreurs de langage quand il s'agira d'invoquer ces lois. L'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, poursuit ses séances d'explication du processus d'établissement de la liste électorale informatisée provisoire. Après les acteurs politiques, Cyril Goubeidji a rencontré ce jeudi les organisations de la société civile pour leur faire part de l'évolution des travaux. L'ANIP invite les OSC à contribuer à la sensibilisation des populations pour l'enrôlement au RAVIP en vue de figurer dans le fichier électoral. Les discussions ont eu lieu à la tour administrative. William Cliquant pour les détails. Nous avons décidé de vous inviter. À la suite des formations politiques, l'Agence nationale d'identification des personnes fait le point de l'évolution des travaux d'établissement de la liste électorale informatisée provisoire aux organisations de la société civile. Quelqu'un qui n'a pas fait le RAVIP, il est déjà décédé au moment où on faisait le RAVIP là. Même s'il est dans la LEPI et qu'il a servi de mine d'or, de fonds de commerce pour certains, ceux-là n'apparaîtront pas dans la LEI. Premier problème, et nous voulons qu'on nous comprenne sur ce point. Deuxième problème, des gens qui ont fait le RAVIP, mais qui entre-temps sont décédés. Et donc nous avons connaissance parce que les gens ont fait des déclarations. Au moins pour le peu de cas où les déclarations ont été faites, dans le nouveau mécanisme de déclaration des décès, nous avons sorti ceux-là de la liste. Nous avons développé une application de consultation de centre de vote sur les Android et qui permet également de faire des transferts. Au départ, l'application était ouverte, mais des gens mal intentionnés ont commencé par faire des transferts à l'insu des autres. Donc des gens, si nous ne fermons pas, des gens vont vous transférer à un centre de vote pour vous empêcher de voter s'ils voient que vous êtes d'une position ou d'une autre. Donc, nous avons verrouillé et aujourd'hui, quand on demande le transfert, c'est sur le numéro de téléphone que vous avez donné pendant que vous avez fait le RAVIP. Sinon, vous ne faites pas de transfert électroniquement, sauf si vous mettez à jour votre numéro de téléphone au RAVIP. Les acteurs de la société civile, dans leurs interventions, ont proposé à l'ANIP de se mettre à disposition des acteurs politiques pour des audits techniques de la LEIP. Requête à laquelle le gestionnaire mandataire accède. L'autre préoccupation des OSC est la possibilité à donner aux citoyens non désireux de figurer sur le fichier électoral, de pouvoir s'y soustraire pour éviter tout élément de contestation de la fiabilité de la LEI. La préoccupation, c'est de savoir les stratégies mises en place par l'ANIP pour faire face efficacement à l'actualisation continue de la liste. Lorsque nous continuons de constater toujours qu'il y a des enterrements qui sont faits à la maison, à domicile. Mais attendons d'abord que ça soit fait et que nous ayons la preuve que c'est fait avant de dire si oui ou non on est dissipé ou pas. Voilà. Pour l'instant, on ne peut rien dire pour l'instant. On a fait des propositions, on a fait des recommandations qui ont été acceptées. Attendons leur mise en application pour vous dire si oui ou non nous sommes satisfaits ou pas. En attendant le communiqué officiel du ministre de l'Intérieur, fixant les pièces pouvant permettre à l'électeur d'accomplir son devoir civique,
Cyril Goubedji a rassuré que tous les actes renseignant l'état civil exact du citoyen peuvent servir au vote. Sécurisation des itinéraires et à bord des établissements scolaires au Bénin. Le Centre national de sécurité routière en fait sa priorité en lançant ce jeudi une campagne nationale sur l'ensemble du territoire. C'est le collège d'enseignement général de Yagbé à Cotonou qui est le lieu choisi par le CNSR pour lancer la campagne. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Sur ces boards, on peut aisément lire des messages d'écoliers à l'endroit des conducteurs de véhicules et taxi-moto. Pour 0 écolier tué par accident de la route, je m'engage. Ou encore, assure-toi que tu m'as vu, permets-moi de traverser en toute sécurité. Ces mots d'engagement sont à mettre en pratique durant la période de campagne sur la sécurisation des itinéraires et à bord des établissements scolaires du Bénin qui est ici lancée. Nos apprenants se font broyer, entre guillemets, par les aides, les conducteurs, taxis-villes et autres. Je voudrais dire ici que tous les jours, nous enregistrons en moyenne 2 tués en République du Bénin. Et ça concerne les accidents constatés. Un peu pour dire que le nombre de nos apprenants, le nombre des usagers de la route qui se font tuer, qui se font écraser, et qui, pour la plupart, pour une raison ou une autre, n'arrivent pas à se faire enregistrer, ne font pas partie des 2 tués par jour. C'est dire que le drame est sérieux. Pour la réussite de cette campagne de sensibilisation, tous les acteurs s'engagent à faire de la sécurité des apprenants une priorité. Ce qui justifie la présence ici des sapeurs-pompiers, de la police républicaine, des directeurs départementaux des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Ensemble avec le Centre national de sécurité routière, ils vont œuvrer en vue de permettre un aller-retour sécurisé des élèves de leurs lieux d'éducation respectifs. Nous sommes alors là pour attirer l'attention des responsables d'établissement sur la nécessité de recruter des patrouilleurs en vue de faciliter la traversée de nos routes. La présente cérémonie revêt donc une importance capitale car son objet est en droite ligne avec les préoccupations du gouvernement qui accorde une priorité à la sécurité routière en général et à la sécurisation des itinéraires et des abords des établissements scolaires en particulier. À cette cérémonie de lancement officiel, le directeur du Centre national de sécurité routière a insisté sur la prise de conscience, notamment des apprenants. Il appelle par ailleurs leurs encadreurs à être des vecteurs d'information en matière de sécurité routière à chaque instant. Dans le même registre, les personnes en situation de handicap victimes d'accidents bénéficient de 2 projets importants portés par Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien financier de la coopération belge au développement. Il s'agit du projet Réadaptation intégrée et le projet Insertion professionnelle, des projets de prise en charge et d'offres d'emploi décents aux jeunes et aux femmes en situation de handicap. Les 2 projets ont été lancés ce jeudi en présence des représentants des ministres des Affaires sociales, de la Santé et des Transports. Idriss Boukari pour les détails. 2 projets majeurs lancés ce jeudi pour contribuer au bien-être des personnes en situation de handicap au Bénin. Il s'agit du projet Réadaptation intégrée qui vise à améliorer les premiers secours de référencement précoce des victimes d'accidents de la route et réduire le risque de développement de déficience. La phase 2 du projet Insertion professionnelle entre également dans sa phase opérationnelle pour une durée de 2 ans. Son objectif est d'améliorer l'accès à l'emploi décent des jeunes en situation de handicap dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Des projets qui viennent à point nommé pour les bénéficiaires. Au nom de la Fédération, nous engageons pour la mise en œuvre de ce projet. Nous souhaitons,
Pour finir, plein succès à ce projet et nous sommes pressés que le projet démarre parce que c'est beaucoup. Ça rencontre les objectifs de la fédération. Une synergie existe entre les deux projets. Les personnes entrées en situation de handicap à cause des accidents de la route seront suivies en réadaptation, puis en réinsertion socio-professionnelle, constituera l'étape ultime de leur prise en charge réadaptative, de même que toute personne handicapée identifiée dans les centres d'orientation et d'écoute mis en place par Handicap International en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour bénéficier d'une rééducation et d'une réadaptation pour augmenter sa fonctionnalité en vue d'accroître son aptitude physique. La mise en œuvre des projets réadaptation intégrée et insertion professionnelle phase 2 s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable et du cadre stratégique commun. Une initiative du Handicap International Humanité et Inclusion financée par la coopération belge au développement pour un montant d'1,50 milliard de francs CFA. Qu'attend le bailleur en finançant des activités? C'est bien sûr l'atteinte des résultats. L'atteinte des résultats pour nous, c'est d'avoir plus de personnes, plus d'handicapés qui reçoivent des facilités de mobilité, plus d'handicapés qui reçoivent des capacités d'intégrer le marché du travail et d'avoir des facilités d'autonomisation financière. Les résultats de cette expérimentation pourraient permettre à terme d'insérer les soins de réadaptation dans les paniers de soins de base du projet ARCHE. Les villes de Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah ont été prises en compte par les projets. Les ONG, associations, fédérations et réseaux des personnes en situation de handicap sont appelés à soutenir l'initiative afin que les résultats attendus soient atteints au terme de l'exécution de ces deux projets. La campagne de sensibilisation sur le concept de police communautaire phase 1 s'est tenue ce vendredi à Cotonou. Elle s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine mise en œuvre par l'agence belge de développement Enabel. Après Parakou et Tchaourou, les communautés de Cotonou et environ ont été informées et sensibilisées sur les principes d'une collaboration intelligente avec la police républicaine pour l'atteinte de ces objectifs. Clément Ogouachadé pour plus de précisions. Avec la police républicaine, ensemble on est plus fort. Ensemble plus fort pour lutter contre les menaces sécuritaires dans les villes et campagnes. Des opérations de sensibilisation et d'information sur le concept et la philosophie de police communautaire. Après Parakou et Tchaourou, cette étape de Cotonou a réuni les conducteurs de taxi moto de Vaudière et la police républicaine. Occasion pour les deux parties et l'agence belge de développement Enabel de partager les principes fondamentaux de la police communautaire. Une police de type nouveau qui entend travailler avec les communautés pour mieux les protéger. Le concept ou la philosophie de police communautaire a été adopté en 2017 par le gouvernement. Et donc la police républicaine ici l'étend et fait de la sensibilisation à la population notamment pour bien expliquer, bien faire comprendre cette philosophie de police communautaire. Alors le Bénin, la police républicaine du Bénin a choisi l'acronyme PRIOR qui reprend 5 principes de la police communautaire au Bénin. Alors que sont notamment le partenariat, l'implication responsable, la réorientation externe, la redevabilité. Mais ce concept, cette philosophie de police communautaire, donc expliquer que la police a besoin de la population pour travailler ensemble, pour faire de la co-création. Avec ce nouveau concept de la police communautaire, les populations sont désormais aguerries pour collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité publique afin de lutter contre la cybercriminalité et d'autres infractions connexes. À cette rencontre des conducteurs de taxi-moto, le bien fondé du concept et le rôle de chaque acteur ont été expliqués pour susciter l'adhésion des populations de Cotonou et environ. L'objectif, c'est d'impacter, de pouvoir toucher le plus grand nombre de partenaires et de leur expliquer le rôle qui doit être le leur pour pouvoir contribuer de façon efficace à
l'aide qu'il doit porter à la police républicaine pour remplir les missions quotidiennes. Mon message se résume essentiellement au slogan de la police communautaire: avec la police républicaine, ensemble, on est plus fort. Cela voudra dire que les acteurs de la police seuls, à eux seuls, ne pourront pas relever le défi sécuritaire. Il va falloir que tous les acteurs impliqués puissent se donner la main pour qu'ensemble, on relève le défi de la sécurité au Bénin. Les principales cibles de cette phase pilote sont les transporteurs, les conducteurs de taxi-moto, les associations des artisans, les étudiants, les associations de femmes et les leaders religieux. À la fin de cette séance de sensibilisation et d'information, ces hommes en jaune ont pris l'engagement de mettre en pratique cette nouvelle stratégie de la police républicaine en partenariat avec l'Agence belge de développement ENABEL afin de contribuer eux aussi à la protection et la sécurité des personnes. Les activités entrant dans le cadre du mois du consomme local se poursuivent à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ce vendredi 14 octobre 2022, des entrepreneurs sont conviés à une séance d'information sur la problématique de la sédentarisation des troupeaux de ruminants. La rencontre a permis aux participants de mieux cerner les réalités du secteur de l'élevage. Teddy Goudalo pour les détails. 4 panélistes entretiennent ici ce public composé d'entrepreneurs sur une thématique assez particulière, la sédentarisation des troupeaux de ruminants qui constitue un véritable problème pour la plupart des éleveurs. La rencontre est initiée dans le cadre du mois du consommation local qui accourt durant le mois d'octobre. L'élevage, avec le boom qui veut se créer au Bénin, il faut que les entrepreneurs se positionnent. Donc nous avons essayé d'échanger avec eux pour leur dire qu'il y a des opportunités qui s'offrent au niveau de l'élevage aussi et que chacun se mette en place pour ne pas dire que je n'ai pas compris. Et c'est pour cela que nous sommes venus leur expliquer les opportunités qu'il y a au niveau de l'élevage aussi et qui peuvent profiter de ça. La mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants dans le secteur de l'élevage au Bénin vient solutionner les difficultés rencontrées par les éleveurs. Les avantages de ce projet du gouvernement sont d'ailleurs ici exposés aux entrepreneurs qui ont, durant les échanges, fait savoir leurs inquiétudes aux panélistes. On peut retenir qu'il y a plusieurs opportunités d'affaires, donc sur plusieurs maillons de la filière des chaînes de valeur, comme au niveau de l'approvisionnement en aliments bétail par rapport au fourrage, surtout aussi par rapport à la disponibilité des produits vétérinaires et par rapport à la filière lait et viande. Parce qu'à l'issue de la mise en œuvre du projet, il y aura beaucoup de la productivité qui va augmenter au niveau de ces animaux. Aujourd'hui, le pâturage devient rare, mais il faut que les animaux trouvent à manger. Et dans ce cas-là, il faut produire. Et pour dire qu'il n'y a pas d'emploi, je pense qu'un jeune se met dedans et lui-même, il produit le fourrage et il essaie de garder quelques animaux. D'ici 5 ans, il va devenir aussi un employeur d'autres jeunes encore qui veulent s'initier dedans. Avec le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants, les éleveurs ont constaté une augmentation de 35% de leurs revenus moyens. Les entrepreneurs repartent aguerris et munis d'informations qui pourront bien les orienter dans leurs initiatives respectives. Les responsables de l'Agence nationale de l'emploi étaient en conclave avec les opérateurs économiques de Cotonou et environ ce vendredi au Palais des Congrès à Cotonou. Il était question pour eux de présenter aux entrepreneurs le programme Azoli. Il leur a été également dévoilé les avantages liés à ce projet. Ingrid Day pour les détails. Après le programme spécial pour l'insertion dans l'emploi, le gouvernement, à travers l'Agence nationale de l'emploi, a lancé le projet dénommé Azoli, le chemin de l'emploi en français. Ce dispositif vient répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée exprimés par les entreprises et assurer l'autonomisation des jeunes au Bénin. Financé par la Banque mondiale, le projet est présenté ici aux chefs d'entreprise de Cotonou et environ qui démontrent un grand intérêt à sa mise en œuvre. L'intérêt pour vous, bien évidemment, c'est de bénéficier d'une main-d'œuvre
dont les capacités seront renforcées sur le process et la culture de l'entreprise. Assurer à faire partager la formation et le recrutement d'une main-d'œuvre qualifiée. Également, bénéficier d'un appui conseil pour la prise en compte des normes environnementales et sociales au sein de votre entreprise. Améliorer la productivité de votre entreprise et également de mettre ou renforcer au sein de votre entreprise un dispositif de formation-apprentissage. Le programme cible spécifiquement des jeunes béninois âgés de 18 à 30 ans, peu ou pas instruits, avec ou sans qualification professionnelle, en situation de sous-emploi ou d'inactivité. La durée de la formation est de 6 mois avec des allocations allouées par l'État dans les secteurs impactés par le projet. Il s'agit des secteurs de l'infrastructure, de l'énergie, du numérique, de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie. Au terme des formations, le stagiaire peut être recruté par la structure d'accueil. À défaut, il pourrait faire valoir ses compétences sur le marché du travail. Ce projet vise à régler 2 problèmes. Le premier, c'est bien entendu le chômage des jeunes qui touche autant les cadres que les agents d'exécution. Résoudre ce problème donc de chômage et booster l'activité économique en aidant les opérateurs économiques dont la trésorerie ne permet pas toujours de recruter le personnel dont ils ont besoin pour grandir et pour faire évoluer leurs activités. Et c'est aussi pour mieux vous le faire connaître et obtenir votre adhésion et votre participation que nous avons décidé d'organiser cette séance avec vous. Riche en informations, la séance est aussi meublée par des partages d'expériences des bénéficiaires. Pour ceux qui souhaitent adhérer à ce programme, ils peuvent se rendre dans les agences nationales de l'emploi ou s'inscrire sur la plateforme sica.npe.bj. Parlons à présent du lancement officiel des travaux de la 3e session ordinaire du comité d'orientation et de suivi du programme Redevabilité phase 2. Un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par GFA Consulting Group. Occasion pour les responsables de remettre des chèques aux projets bénéficiaires de financement. Reportage. Après la première phase qui a permis d'obtenir des résultats probants, cette deuxième est formulée et alignée aux priorités stratégiques du Bénin afin de renforcer l'existant et surtout promouvoir davantage la redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Ce mercredi, les parties prenantes du programme se sont donc retrouvées à cette 3e session ordinaire du comité d'orientation et de suivi. Une activité marquée par la remise symbolique des chèques aux porteurs de projets du programme et la présentation des 10 projets aux autorités publiques et celles en charge du financement. En octroyant cette subvention aux 27 meilleurs projets qui ont retenu votre attention, nous vous promettons de vous revenir avec de bons résultats. La phase 2 du programme Redevabilité a atteint à présent sa vitesse de croisière par la contractualisation avec l'ensemble des acteurs de mise en œuvre. Certains projets du programme bénéficient par ailleurs de cofinancement de coopérations amies comme la coopération allemande, l'ambassade royale des Pays-Bas, la Banque mondiale, l'Union européenne, que nous saluons aussi pour leur engagement sur la thématique. Le programme Redevabilité vise à créer un environnement où les organisations de la société civile, les citoyens et les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir des services de base de qualité aux populations. À l'occasion de cette 3e session, des équipes ont été présentées avec l'animation du marché de l'information. Tout ceci en vue de permettre aux citoyens de jouir pleinement de leurs droits socio-économiques et politiques grâce à la systémisation de la demande de l'offre de redevabilité et à l'efficacité des institutions de régulation et de contrôle. En termes d'offres de redevabilité au niveau national, on note une nette amélioration de la pratique de reddition des comptes à travers l'élaboration régulière de rapports annuels sur l'exécution de la loi de finances, la production et la publication chaque année de la version citoyenne du rapport d'exécution de la loi de finances et la participation des OSC
aux revues périodiques sectorielles et nationales. Les membres du comité que vous êtes devons assurer, et que nous sommes aussi, devons assurer de l'arrimage de ce programme à la vision du chef de l'État et soutenir la mise en œuvre efficace du programme. Pour rappel, le programme Redevabilité phase 2 met en œuvre des mécanismes et stratégies d'appui institutionnel de renforcement aux différents acteurs. C'est le cas par exemple de l'octroi des fonds de soutien aux initiatives de redevabilité foncière. Les principales cibles sont les organisations de la société civile, des intercommunalités et des porteurs de causes. La salle de délibération de la mairie de Kobli a servi de cadre ce mercredi 13 octobre 2022 à la signature de la convention d'exploitation et de gestion des magasins de stockage de produits vivriers. Grâce à ces différents magasins réalisés par ERAD ONG avec l'appui financier des îles de paix, les producteurs de Kobli peuvent se réjouir de disposer désormais d'infrastructures sûres pour le stockage de leurs produits agricoles. Les détails dans ce reportage. Voici l'acte symbolique qui consacre la signature de la convention d'exploitation et de gestion de 26 magasins de stockage des produits vivriers réalisée par ERAD ONG sur financement de Île de Paix, une ONG internationale belge, dans le cadre du projet Tidisati à Kobli. À travers cette cérémonie fort simple, organisée pour la circonstance, les différentes parties prenantes, à savoir les membres du comité de gestion des 10 magasins, la TDA Takora Ouest et la mairie de Kobli vont officiellement sceller leur acte de partenariat sous la supervision de la représentante de ERAD ONG. De gros moyens sont mobilisés pour la construction des magasins dans nos villages, dans le but de stocker les produits vivriers. Mais le constat est que sur le terrain, la gestion, l'entretien et même l'utilisation de ces magasins-là pose problème. C'est dans ce cadre que Île de Paix et ses partenaires ERAD ONG et Jura Afrique ont décidé d'accompagner les communes d'intervention, à savoir Materi, Kobli et Bukumbe, pour améliorer cet état de choses sur le terrain. Par cet acte qui vient raffermir la détermination des partenaires techniques et financiers, les bénéficiaires peuvent désormais se réjouir de disposer d'infrastructures adéquates de stockage de leurs produits agricoles. Et pour une gestion judicieuse des 10 magasins, les autorités à divers niveaux rassurent. Mesdames et messieurs les partenaires, nous voudrions vous rassurer que l'administration communale ne lésinera pas sur les moyens pour l'aboutissement heureux de ce projet. Je voudrais ensuite donner l'engagement que l'administration communale, en ce qui la concerne, jouera pleinement sa partition à vos côtés pour que cette convention puisse être mise en œuvre pour le bonheur de nos populations. Je ferai un clin d'œil à Île de Paix et ses partenaires ERAD et Jura Afrique pour tout ce qu'ils ont fait et feront encore pour une meilleure gestion de nos magasins de stockage et vous demande de les ovationner. Une communication est donnée aussi bien en langue française qu'en langue locale sur la convention d'exploitation des magasins de stockage dans la commune de Kobli. Objectif, sensibiliser les bénéficiaires à la base à jouer pleinement leur partition pour l'atteinte des résultats escomptés. Parlons à présent de la signature de protocole d'accord entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et la Fondation MTN Bénin. Par ce partenariat, les deux institutions entendent unir leurs forces et œuvrer pour la réussite et l'épanouissement des jeunes, en particulier celles des zones du nord du Bénin. La cérémonie de signature s'est déroulée ce vendredi 14 octobre à l'UNICEF. Les détails avec Ingrid Day. Comment faire des jeunes, notamment les filles béninoises, de vrais décideurs de demain? Pour trouver une réponse à cette question, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et la Fondation MTN Bénin se sont donné la main à travers
cette signature de protocole d'accord. Derrière ce geste, ce sont des centaines de jeunes filles, en particulier celles des zones du Nord Bénin, qui seront impactées sur le plan de l'éducation, de la santé et de la protection. En effet, plus l'on évolue dans la pyramide éducative, plus les écarts en termes d'accès et de maintien sont en défaveur des filles. Les mariages forcés, les grossesses précoces, mais aussi l'incapacité à gérer correctement les périodes menstruelles sont entre autres raisons qui expliquent cette situation. C'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner l'UNICEF afin de conduire des projets qui ciblent essentiellement les populations défavorisées des zones frontalières. Cet engagement commun que viennent de prendre l'UNICEF et la Fondation MTN Bénin se focalise sur 5 axes principaux, lesquels axes vont leur permettre d'identifier des pistes de solutions aux obstacles auxquels les filles font face. La gestion de l'hygiène menstruelle, notamment à travers la distribution de kits d'hygiène et la mise à disposition de centres d'échange et d'information autour de l'hygiène menstruelle pour les adolescentes. La réduction des coûts de l'éducation pour les enfants et les filles, en particulier la lutte contre les mariages d'enfants et les grossesses en milieu scolaire, l'apprentissage numérique et enfin le mentorat des jeunes filles qui permettra à des centaines de jeunes filles d'être guidées et conseillées par des femmes influentes sur les questions de leadership, de confiance en soi, d'entrepreneuriat et de prise de parole. Tout en comptant sur leur expertise spécifique respective, ces 2 institutions partenaires vont mobiliser des ressources nécessaires afin d'œuvrer pour l'épanouissement des jeunes filles. Voilà pour le titre, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous et surtout bon début de week-end.